Donc, la loi universelle d'évolution, je vous le fais brièvement, décrit de manière assez surprenante un passage de ce que Spencer appelle l'homogénéité à l'hétérogénéité. Vous aurez la citation entière sur le PowerPoint. Et si je dois écrire sommairement ce passage, on passe, dit Spencer, au fur et à mesure de l'évolution. Donc, évolution de la matière, évolution des corps vivants, des organismes vivants, évolution des sociétés, évolution du mental, etc. Ces évolutions se caractérisent toutes identiquement par un passage de l'incohérence à la cohérence, de l'homogénéité à l'hétérogénéité, de l'indéfini au défini. Voilà la fameuse loi, vous voyez, toute formelle, de Spencer. Qu'est-ce qui est... Vous êtes d'accord avec moi, c'est assez surprenant, on ne s'attend pas immédiatement à ça. Ce qui est homogène, c'est parfaitement cohérent. Alors, première surprise, l'association par Spencer de l'homogénéité à l'incohérence. En fait, il en a besoin, je vais y revenir tout de suite, c'est ça qui, selon lui, explique l'enclenchement de l'évolution. C'est-à-dire qu'il a une compréhension de l'évolution où l'homogène ne tient pas. L'homogène ne tient pas par lui-même et est ce qu'il appelle incohérent, et c'est ça qui va enclencher l'incohérent, et donc c'est ça qui va enclencher le mécanisme évolutif. Plus exactement, l'homogène, donc par homogénéité, Spencer entend l'identité des parties. Exemple, j'utilise cet exemple avec mes étudiants parce qu'il est vraiment très, très frappant. Les colonies de polypes. Vous voyez ce que sont les polypes? Ce sont des organismes vivants simples. Ce sont ces espèces de tubes là, qui sont dans les hydrodos douces, les tubes qui se baladent au fil de l'eau, qui sont des organismes extrêmement intéressants parce qu'au début, Abraham Tremblay les avait pris pour des végétaux. En fait, ce sont des organismes animaux, mais qui se caractérisent par une similarité de toutes les parties. C'est-à-dire qu'on en coupe un bout, ça se régénère. Donc c'était les premières expériences de régénération animale, ça a posé plein de... Je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez, je peux vous faire une conférence règle sur ça. Donc, l'homogénéité, exemple d'homogénéité, du côté des organismes vivants, les colonies de polypes. Du côté, pour Spencer, des sociétés humaines, les clans totémiques, où tous les individus participent à toutes les fonctions. Donc, que vise l'homogénéité? Vous le voyez, c'est une indifférenciation de structure fondée sur une indifférenciation fonctionnelle. On a des parties similaires qui accomplissent des fonctions similaires. Et de ce point de vue-là, dans la société clanique, telle que les décrit Spencer, il n'y a pas encore une fonction ecclésiastique qui soit séparée, par exemple, de la fonction judiciaire. Tous les individus participent identiquement aux deux. Or, ce qu'affirme, pour répondre à votre question, ce qu'affirme Spencer, c'est que l'homogénéité est un équilibre instable du fait que des parties similaires se trouvent exposées, du fait de leur exposition spatiale, à des adaptations différenciées. En d'autres termes, l'homogénéité ne parvient pas à tenir, l'homogénéité est instable, l'homogénéité est incohérente parce que vous mettez des parties similaires dans un environnement différent, va se créer des adaptations différenciées, c'est pourquoi l'homogène, selon Spencer, ne tient pas. Et pour Spencer, c'est là le point qui est intéressant, pour Spencer, il y a dans cette exposition à un environnement différencié la raison de l'hétérogénéité. Ce qui crée, c'est un facteur de ce point de vue-là quasiment externe qui explique le passage de l'homogénéité à l'hétérogénéité. Et d'où l'importance de critères morphologiques tels que par exemple le volume de l'agrégat. Plus le volume est important, plus l'exposition spatiale est différenciée, plus l'homogène ne parvient pas à tenir et s'enclenche sur de l'hétérogène. L'hétérogène, c'est quoi? C'est une différenciation des parties.
si je reprends l'exemple liminaire, on passe de sociétés de colonies de polypes à des organismes vivants complexes. Dans le polype, toutes les parties du polype assurent la fonction nutritive, la fonction reproductive, etc. Dans notre corps, des organes différenciés assurent des fonctions différenciées. Donc qu'est-ce que c'est que l'hétérogénéité? Ce sont des parties, une structure différenciée, couplée à une différenciation fonctionnelle que Spencer interprète comme une hiérarchisation fonctionnelle. Tout de suite, il y a un filtre hiérarchique qui apparaît, à la différence par exemple de ce que fera Durkheim. Et le point important qui explique en fait je crois qui permet de rendre compte de cette version particulière du libéralisme qui est le libéralisme spencerien, la clé c'est que pour Spencer, la différenciation va de pair avec une intégration. Ou encore, plus un ensemble est différencié, plus il est intégré, c'est-à-dire plus les parties sont complémentaires. C'est précisément pour ça qu'il n'y aura pas besoin d'autorité centrale. Ça se fait tout seul. Parce que la différenciation est une intégration. Et ça, par le mécanisme de la division du travail. C'est-à-dire que ce qui se différencie s'ajuste spontanément de manière harmonieuse et participe à la confection d'une totalité intégrée, cohérente. C'est pour ça que l'hétérogène est cohérente pour Spencer, ce qui est assez contre-intuitif. Mais on ne comprend cela que si l'on comprend ce couplage spencerien très fort entre différenciation et intégration. En d'autres termes, on n'est pas du tout dans, ça vous l'avez deviné, dans une optique marxiste où la différenciation, la division du travail va être productrice de conflits, en particulier la grande distinction travail intellectuel ou détention du capital, mais non détention du capital, des moyens de production. On est dans une version où la différenciation produit de l'unité, produit de l'intégration. Et c'est en vertu de ce mécanisme spontané qui se fait, si vous voulez, dans une forme de régulation immanente par le jeu naturel de l'évolution, c'est par ce mécanisme spontané que s'opère l'évolution, qui n'a, ce faisant, nul besoin d'une instance externe, régulatrice, centralisée, pour ajuster ce qui s'est différencié. Et l'instrument par excellence dans l'ordre socio-économique, sociopolitique, de ce couplage différenciation-intégration, c'est le marché. C'est l'échange marchand. Donc vraiment, de ce point de vue, si vous voulez, la loi d'évolution, Spencer fait une réelle utilisation de sa loi d'évolution en vue de la compréhension des mécanismes de marché. Alors, j'essaye d'aller vite. Ça pose plein de problèmes, cette utilisation de l'application de la loi d'évolution aux sociétés humaines. Je passe dessus parce que je ne vais pas avoir le temps. Il me reste combien de temps 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure. C'est gentil. Quand vous n'en pouvez plus, vous me dites de me taire. Je voudrais en venir à ce que j'ai qualifié comme une distinction cardinale dans le libéralisme spencerien, à savoir cette distinction entre type industriel, type militaire et type industriel, sachant que l'évolution va du militarisme, de ce que Spencer appelle le militarisme, vers l'industrialisme, ou encore l'évolution complète des sociétés humaines va vers toujours plus d'industrialisme. Alors, j'ai mis des citations que vous pourrez lire attentivement sur le PowerPoint que je vais donner à Daniel. Ce qui est extrêmement intéressant dans ces deux citations, mais vous le retrouvez dans les différents textes spenceriens, c'est la description, c'est l'évolution que Spencer trace du militarisme à l'industrialisme.
qui, pour le faire rapidement, correspond à une évolution de ce qu'on appelle alors fin 19e siècle, c'est une espèce de tarte à la crème du 19e siècle, l'évolution du statut au contrat. Le grand vulgarisateur de cette loi étant Summermain, un anthropologue qui a vulgarisé cette loi d'évolution du statut au contrat. En d'autres termes, qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? Avec les progrès du libéralisme, du marché, on passerait d'une société où prédomine dans les relations interindividuelles la question du statut personnel. Et par statut personnel, il faut entendre le fait que mes droits individuels sont déterminés par ma position sociale. Exemple typique, dans la société romaine, qui est une société de statut, dans l'Antiquité romaine, les droits d'un individu sont déterminés par sa position dans la famille. En tant que pater familias, on n'a pas les mêmes droits qu'en tant qu'enfant, en tant que femme, etc. Donc les droits ne sont pas attachés en tant que tel à l'individu, mais les droits et l'obligation qu'a un individu dépendent de son statut, c'est-à-dire en fait de sa position, que ce soit dans la structure familiale, dans la structure sociale, etc. Donc la grande thèse, le grand leitmotiv de cette fin du 19e siècle, c'est cette évolution d'une société régie par le statut, c'est-à-dire d'une position subie, au contrat, cette figure du contrat. Attendez, le contrat libéral. Et de ce point de vue-là, les sociologues convergent vers une description des sociétés modernes comme des sociétés où la relation contractuelle devient une relation généralisée. On parle de contractualité généralisée à l'époque. Et dans ce passage du statut au contrat, nous dit Spencer, c'est dans le second texte tout particulièrement, se joue le passage d'une prédominance, nous dit-il, du principe de l'hérédité vers la prédominance du principe de la capacité. Donc, selon cette loi d'évolution, les sociétés, je résume, évolueraient d'une société rigide où les droits et obligations de chacun sont déterminés par leur position sociale, c'est-à-dire ce que je peux faire, ce que j'ai le droit de faire, ce que je suis légitimé à faire est lié à mon hérédité, à une forme plus libre de société, régie par le contrat, dans laquelle ce que je suis autorisé ou non à faire, ce que je dois faire, ne provient pas de ma position, mais de ma capacité. Vous voyez surgir un grand thème là, un grand thème libéral, et c'est cela que je voudrais avec vous rapidement explorer. Alors, la société de type militaire, et nous dit Spencer, une société régie par ce qu'il appelle le principe de coopération obligatoire. Et je vais essayer de résumer très synthétiquement sa description du régime militaire. La société militaire est une société dont la guerre constitue, comme son nom l'indique, le mode privilégié d'existence. Ça veut dire que ce sont des sociétés qui sont structurées par l'action guerrière. Plus exactement, dont l'organisation interne s'explique en vertu d'une prédominance de l'activité guerrière. Et là, on retrouve un grand schème libéral qui est qu'avec l'émergence du capitalisme individuel, du capitalisme industriel, une œuvre civilisatrice de pacification s'est accomplie. Le capitalisme, le libéralisme comme ce qui vient pacifier des sociétés antérieurement guerrières. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ce schème a d'absolument simplificateur, en tant que, d'une part, il omet complètement la conflictualité des relations industrielles, ou des relations d'échange, et d'autre part, qu'il méconnaît que si la guerre ne se joue plus à l'intérieur dans les sociétés capitalistes, elle se joue, et Marx l'avait parfaitement compris, à l'extérieur, je pense, colonialisme, etc. Je ne vais pas rien vous apprendre de ce point de vue. Alors, couplé à cette prédominance de l'activité guerrière, immédiatement expliquée par cette prédominance de l'action guerrière, vient la structuration même de ce type de société
avec une soumission absolue des individus à l'entité collective et à l'instance centrale. En d'autres termes, Spencer corrèle prédominance du motif guerrier. Donc la guerre à l'extérieur prédomine sur les fonctions d'entretien, etc., d'entretien du groupe, et corrélé à cela, l'organisation de ces sociétés militaires autour de la figure d'un État centralisé. Donc, qui commande, une relation sociale, la relation sociale, y prend la forme, nous dit Spencer, de la relation de subordination du soldat à l'officier. Et dans ce cadre-là, comment s'opère l'unification des différences qui sont en train de se mettre en œuvre dans le processus d'évolution sociale? Comment s'opère l'unification de la différenciation? Par la contrainte centrale. En d'autres termes, toutes les formes pour Spencer de planification, de concertation centrale des activités différenciées relèvent d'une forme antérieure d'évolution. C'est un état intermédiaire, si vous voulez, de l'évolution qui est amené à disparaître. Dans la mesure où, je vais très vite, ultimement, cette coopération via l'instance centrale planificatrice ne peut se faire que par la subordination des fins individuelles. D'où l'absolu pour Spencer, et alors c'est très... Il essaye de le faire en sociologue. Il prend des sociétés, il essaye de les placer sur sa ligne d'évolution, et il constate que les sociétés avec un fort état régulateur, planificateur, etc., disparaissent progressivement et laissent apparaître un nouveau type de société qu'il appelle société industrielle, dans lesquelles cet organe centralisé, l'instance centralisée, régresse. Juste pour vous montrer ce que cette sociologie a comment elle inverse, si vous voulez, les prémices politiques et les conclusions prétendument scientifiques. À la même époque, enfin plus exactement en réaction à Spencer, Durkheim va démontrer, en s'appuyant sur des descriptions également ethnographiques et sociologiques, il va démontrer la thèse rigoureusement inverse, à savoir qu'au fur et à mesure de l'évolution sociale, l'État progresse dans son extension, dans le nombre de ses fonctions, etc. Donc, pour Spencer, le sens de l'évolution, c'est précisément cette régression du motif guerrier, en d'autres termes, à la guerre succède progressivement l'échange pacifique et à l'instance centrale que constitue l'État dans sa volonté planificatrice des différences individuelles succède une régulation immanente à même les activités individuelles différenciées, à savoir le marché. Et donc, à la relation de subordination hiérarchique qui prévaut dans les sociétés de type militaire, qui fait de l'individu un soldat obéissant à l'officier, succède une interdépendance horizontale dont l'échange libre, sous la forme du contrat, la transaction commerciale, et l'archétype. Et c'est cela que Spencer appelle la coopération volontaire. Alors, je passe sur tout ce que je ne peux pas dire. Vous m'inviterez un jour pour parler de Durkheim peut-être. Donc je passe tous les détours que je voulais faire. Ma thèse, la thèse que j'ai défendue dans ma thèse de philosophie sur Durkheim, c'est précisément que Durkheim, contre cet ultralibéralisme, est un des premiers théoriciens de l'État social. Et donc refaçonne entièrement ce que l'on entend par État. Et de ce point de vue-là, la confrontation, si vous voulez, entre Durkheim et Spencer est extrêmement instructive. Jeudi prochain. Et donc, ce que Spencer appelle la coopération volontaire, c'est une coopération assez surprenante. Je vous ai mis la citation ici. C'est, nous dit-il, une coopération spontanée, donc ça se fait absolument spontanément, qui s'effectue sans préméditation
durant la poursuite de fins à caractère privé. Ce qu'il y a d'assez surprenant dans cette citation, c'est que la coopération, nous dit-il, industrielle, est une coopération totalement spontanée qui se fait par elle-même, mais ça suppose quand même qu'on poursuive chacun nos intérêts particuliers. Donc, comment quelque chose peut-il se faire spontanément? Enfin, si je poursuis mon intérêt particulier, je le poursuis consciemment, avec préméditation. Donc la question est, comment cette coopération peut-elle être dite volontaire, dans la mesure où je poursuis mon intérêt particulier, et en même temps spontanée, mécanique, sans conscience, sans préméditation? Il y a quelque chose d'assez surprenant. Vous connaissez ce schème, là encore, ce schème libéral extrêmement prégnant, qui vient d'Adam Smith et du mécanisme de main invisible. En fait, ce qui est poursuivi intentionnellement, c'est la coopération ponctuelle des multiples contrats particuliers que nous poursuivons chacun. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand je m'engage dans un contrat, je m'engage intentionnellement dans un contrat en vue d'y défendre mon intérêt particulier. Mais ce qui est par contre spontané, ce qui se fait mécaniquement, sans préméditation, c'est le fait que les multiples contrats particuliers forment une totalité harmonieuse. C'est cela que Adam Smith a appelé ce mécanisme de main invisible, comme par une main invisible, l'harmonie s'obtient dans la poursuite des fins individuelles. Et là, il y a un schème qui me semble absolument prégnant de toute forme de libéralisme, qui est que pour atteindre l'harmonie, pour atteindre la coopération d'ensemble, il ne faut surtout pas viser cette coopération d'ensemble. C'est le meilleur moyen de ne pas y parvenir. Si vous vous donnez pour fin une fin sociale, si vous vous donnez pour fin d'obtenir une harmonie d'ensemble, il ne faut surtout pas la viser. C'est quand même dingue quand on y réfléchit 2 secondes comme mode de raisonnement. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre une harmonie d'ensemble, il suffit que vous poursuiviez chacun votre intérêt particulier. Si vous voulez atteindre une fin sociale, il suffit que vous poursuiviez chacun votre fin individuelle. La meilleure manière d'échouer dans l'atteinte d'une harmonie collective, c'est de viser l'harmonie collective. Enfin, voilà. Après, c'est un grand classique, je dis il n'y a rien d'absolument. Mais en même temps, ça se tient parce que s'il y avait un projet collectif, il devrait forcer tout le monde. Mais d'un point de vue libéral, c'est absolument c'est cohérent. Respecter la liberté individuelle de chacun, ça se tient. Ça se tient. Alors, ça se tient. C'est-à-dire que depuis des prémices libérales, où on pense que c'est d'abord l'individu qui existe et que la finalité même, l'essence de l'individu, c'est d'asseoir, de réaliser son intérêt particulier, effectivement, à moins de parvenir à tous se mettre d'accord sur un intérêt commun, il n'y a pas d'autre solution en fait que de poursuivre son intérêt privé. Ou plus exactement, de quoi parle-t-on? Quelle est cette belle harmonie qui est générée spontanément lorsque l'on poursuit et lorsqu'on ne fait que poursuivre chacun notre intérêt privé? On comprend bien qu'en fait derrière, parce que Spencer parle de fin sociale, il dit mais si vous voulez atteindre une fin sociale, une fin collective, une harmonie sociale, une coopération, vous devez poursuivre chacun votre intérêt particulier. En fait, ce n'est possible que parce que, et c'est là où la figure du contrat est absolument cardinale, que parce que le commun, la fin commune, se trouve réduite à, je dirais, le plus petit dénominateur commun. Ou encore, je crois que ce qui prévaut dans sa compréhension de cette coopération globale, de ce qu'il appelle cette coopération volontaire, c'est ce qui, très précisément, se passe quand nous nouons des relations contractuelles. Quand nous nouons des relations contractuelles, le contrat, pour ça, est un outil juridique absolument génial. Quand nous nouons une relation contractuelle, nous sommes les seuls créateurs des obligations que nous allons nous donner. De ce point de vue-là, en droit, il y a une distinction forte entre le contrat et la loi. En droit des obligations, je ne suis obligé de faire que ce à quoi je me suis engagé si le contrat est dans une forme légitime. C'est ce
ce qu'on appelle l'individualisme juridique, qui était une doctrine juridique prédominante à la fin du XIXe siècle, le contrat est cet outil qui permet de donner aux volontés individuelles, qui poursuivent leur intérêt particulier, la force du droit. Mais ce à quoi nous sommes obligés, c'est uniquement ce à quoi nous nous sommes engagés. Or, qu'est-ce qui surgit dans... Quel est l'intérêt qui est en jeu dans un contrat? Chacun y poursuit son intérêt individuel. Plus exactement, tout contrat est précédé par une forme qu'on appelle la négociation contractuelle, qui consiste en une phase d'ajustement des intérêts particuliers. Ou encore l'intérêt collectif, donc l'intérêt collectif des deux co-contractants, si je prends une forme simple de contrat, se réduit simplement à l'intérêt commun qu'ils ont obtenu dans la négociation. Et je pense que c'est ça qui prévaut chez un libéral comme Spencer quand il parle d'un système du contrat. C'est le fait que les fins sociales, les fins collectives ne soient en fait que les fins communes entendues comme ce sur quoi on parvient, sur quoi débouche une négociation interindividuelle. C'est pour ça que je disais, c'est du collectif réduit à la portion congrue, au plus petit dénominateur commun. Mais qui cherche le gagnant-gagnant. C'est-à-dire les deux s'accordent parce qu'ils y voient chacun leur intérêt. Chacun y voit son intérêt et ça va générer spontanément une harmonie d'ensemble. Alors là où c'est encore plus fou, pardon, je m'emballe un peu, là où c'est encore plus fou, c'est que Spencer ne dit pas simplement, donc cette figure-là, ce système du contrat, il l'appelle le contrat libre. Et par exemple, Durkheim va s'opposer à Spencer en disant mais attends Spencer, le contrat libre, au contrat libre il faut substituer le contrat juste. Pour vous donner un peu Donc le contrat libre c'est quoi? C'est le contrat dans lequel la seule chose qui prévaut c'est la liberté du consentement, parce que à partir du moment où j'ai donné mon consentement librement, je me suis engagé pleinement, volontairement dans une relation où je cherche à asseoir mon intérêt individuel, et voilà. Fin du XIXe siècle, les juges ne regardaient que ça pour invalider un contrat. Est-ce qu'il y a eu libre consentement? Spencer ne dit pas simplement que le contrat libre est l'instrument qui permet d'obtenir une société harmonieuse. Il dit plus, il dit le contrat libre est l'instrument, accrochez-vous, qui permet d'atteindre une société juste. C'est pas simplement que grâce au contrat, par la négociation, l'ajustement horizontal, cette régulation immanente, c'est pas simplement qu'on va réussir à s'entendre, qu'on va arrêter de se taper dessus, et que c'est qu'on va faire une société juste. Et quand il dit ça, il y croit vraiment. Mais la sélection, pour lui, est quelque chose de juste, puisque c'est naturel. Certes, mais alors ce que je voudrais juste faire, c'est qu'est-ce que Spencer entend quand il dit ça? Quand il nous dit, alors Fouillé a résumé d'une formule qui est géniale cette affirmation spencerienne, c'est qui dit contractuel dit juste. À partir du moment où il y a contrat libre, en fait c'est un contrat juste. Et vous devinez dans un contexte où n'existe pas le droit du travail, que c'est essentiellement dans les relations de travail que cette question se joue. C'est-à-dire à partir... Très clairement, là, le problème que ces auteurs abordent est celui de relations de contrat de travail injustes, mais librement consentis par l'ouvrier. C'est des exemples qui prennent en permanence. Ah oui, c'est clairement ce qu'affirme Spencer, c'est qu'à partir du moment où le contrat est librement consenti, le contrat est juste. La prémisse philosophique sur laquelle il s'appuie pour cela, c'est une prémisse assez classique qui dit que on ne peut pas être injuste à l'égard de soi-même. Je peux être injuste à l'égard des autres, c'est une phrase de Rousseau. Nul n'est injuste à l'égard de soi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux être injuste à l'égard d'autrui, mais est-ce que je peux être injuste à l'égard de moi-même? Et donc, si je ne peux pas être injuste à l'égard de moi-même, à partir du moment où j'ai librement donné mon consentement, le contrat auquel j'ai librement consenti est juste. Il n'existe pas encore ce qu'on appelle l'état de nécessité en droit qui permet d'invalider un contrat au nom du fait que la partie économiquement supérieure a exercé une coaction du fait de l'état de nécessité de l'ouvrier pour obtenir plus que ce qu'elle n'aurait obtenu si l'ouvrier n'avait pas été dans cet état de nécessité. Ce qui est extrêmement intéressant,
Vous voyez, dans ce qui dit contractuel dit juste. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça veut dire qu'il n'existe pas de justice objective qui précéderait les contrats. En fait, plus que la question de la justice des contrats, c'est la question de la justesse des contrats. C'est-à-dire que c'est simplement un contrat librement consenti, formellement valable, et nécessairement juste. À partir du moment où il y a liberté du consentement, il y a, et là c'est un des grands traits de l'individualisme juridique de la fin du XIXe siècle, à partir du moment où il y a libre consentement, il y a égalité des volontés. Des volontés libres sont des volontés également libres. C'est ce qu'on appelle l'égalité, c'est l'égalité formelle, et c'est le formalisme juridique qui est ici en jeu. Et donc, des volontés libres sont des volontés également libres, et par là même, peu importe l'environnement social, la hiérarchie des positions sociales dans lesquelles ces volontés sont matériellement prises, ce qui prévaut, c'est l'égalité formelle, quelles que soient les inégalités matérielles dans lesquelles ces volontés se sont exprimées. Et très concrètement, ça déterminait les pratiques des juges. À partir du moment où il y a libre consentement, le contrat, en fait, est juste. Le contrat est juste. Donc vous voyez, il n'y a pas, dans cette optique, ce n'est pas simplement que le contrat libre, par ce mécanisme de coopération spontanée, va générer une société harmonieuse, c'est en plus qu'il va générer une société juste, et c'est à ce titre, pour Spencer, c'est là où vous avez entièrement raison, c'est à ce titre que ce qu'il appelle le système du contrat, qui est la contractualité généralisée dans l'industrialisme, c'est à ce titre que la contractualité généralisée permet d'éliminer le principe d'hérédité et de faire prévaloir le principe de capacité. C'est-à-dire que, là je vais aussi très très vite, c'est-à-dire que libre et capable. Libre, oui exactement, libre et capable, c'est-à-dire que le statut ne permettait pas l'expression des capacités différenciées, alors que le contrat, précisément par cette égalité formelle et par ce libre consentement, va permettre l'expression par chacun de sa capacité. Et là, on voit un schème absolument cardinal, il me semble, du libéralisme, qui se trouve tout autant dans ce qu'on a appelé le libéralisme classique au début du monde exposé, que dans l'ultralibéralisme, que dans le néolibéralisme, à savoir que si vous voulez, l'injonction spencerienne, c'est que la hiérarchie sociale reflète strictement les inégalités naturelles. C'est ça, le principe de capacité, c'est strictement cela. C'est-à-dire que l'évolution entraîne des différences, c'est le principe de différenciation. Ces différences, la structuration sociale, la hiérarchie sociale doit strictement les refléter. Et le contrat est cet instrument génial, par l'égalitarisme formel, qui permet l'expression au sein de la hiérarchie sociale, des seules inégalités naturelles. Alors, bien évidemment, vous devinez tout ce que cette construction a en un sens même de simpliste. Non, mais ce que tu dis là, par exemple, moi, ça me fait furieusement penser à des films sur des histoires qui datent du 19e, par exemple, et où on voit le patron qui n'a qu'une obsession, c'est d'extorquer une signature à l'ouvrier. Parce que dès qu'il a extorqué la signature, il est couvert. Le gars, il était libre, il était capable, et puis voilà, on n'en voit plus, et c'est plié. C'est plié
Le contrat d'égalité avec la loi Monroe de la fin du 19e, elle est balayée complètement. Un contrat comme ça. Alors, bien évidemment, cette position va être extrêmement critiquée par le socialisme. Par exemple, quelqu'un comme Durkheim va montrer en fait qu'une prétendue volonté abstraite des conditions matérielles dans lesquelles elle s'exprime est une pure abstraction, une pure fiction, et que en fait cet égalitarisme formel n'est qu'un moyen pour les volontés économiquement les plus fortes d'exercer une coercion qui leur permet d'obtenir plus que ce qu'ils auraient qu'elles auraient sinon obtenu. Je ne reviens pas là-dessus. Le point que, pour conclure, pour en revenir à ma question du ultralibéralisme, néolibéralisme, le point qui me paraît ici intéressant, c'est que, vous voyez, finalement, la thèse, cette version que nous livre Spencer j'ajoute juste un point, sinon ma conclusion ne va pas être complète. Vous comprenez par là même pourquoi il n'y a plus de place pour l'État. Parce que précisément, l'État va faire échouer ce pur reflet inégalité naturelle, inégalité sociale. À partir du moment où vous mettez en place une politique de redistribution sous quelque forme que ce soit, d'aide, d'assistance, qui vient donner plus que ce que l'on a obtenu par sa simple capacité, sa seule capacité, le jeu est perturbé. Et le jeu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le jeu de l'évolution générale, et là c'est pas les individus en jeu, mais l'espèce humaine, dans l'esprit de Spencer, c'est l'espèce humaine dans son ensemble qui est menacée. Donc, ce qui me semble extrêmement intéressant dans cette forme, dans cette pensée spencerienne, et j'en viens par là même à ma conclusion, c'est que vous voyez, il me semble que cette théorie spencerienne qui assoit le laisser-faire sur l'évolutionnisme permet d'ajouter un terme à la typologie dont je suis partie du libéralisme et du néolibéralisme, en dessinant ce que j'appelle, alors je prends un terme qui existe, qui est utilisé communément, mais j'essaie de lui en donner une signification peut-être plus délimitée. Pour moi, il y a là la représentation par excellence de ce qu'on peut appeler un ultralibéralisme, entendu précisément comme un libéralisme qui tend toujours à son propre renforcement. Ultra dans le sens, je vous disais, de toujours plus. C'est-à-dire que si les sociétés que connaît Spencer, les sociétés du 19e siècle, connaissent des problèmes, c'est précisément parce que le jeu du contrat libre y est faussé par l'intervention de l'État. Et par là même, le mécanisme de l'évolution sociale est mis à mal. Et par là même, l'espèce humaine est menacée. Donc vous voyez comment on est dans un principe de renforcement où c'est plus de libéralisme qui peut sauver le libéralisme. D'où ce choix volontaire de l'appellation ultra-libéralisme pour cela. Première conclusion. Seconde conclusion. Je vous l'ai dit, Barbara Stiegler, dans son ouvrage « Il faut s'adapter », marque une frontière, une ligne de rupture entre le libéralisme classique qui reposerait sur un tel laisser-faire, tel refus de l'intervention de l'État, parce que le marché est régi par des lois naturelles, et de l'autre côté, suite à la Grande Dépression, dans le contexte des années 1930, une forme de libéralisme qu'elle qualifie de néolibéralisme à la suite de Lippmann, qui en viendrait à recourir à l'État pour garantir le fonctionnement du marché qui n'est plus naturel. En fait, plus exactement, ce qui ne marche plus naturellement, c'est cet ajustement. Lippmann ne croit pas que le marché par lui seul crée une harmonie sociale d'ensemble. Ça ne marche pas. Il y a besoin de l'instrument de l'État. Et de ce point de vue-là, il y a incontestablement une ligne de rupture entre le libéralisme classique et même l'ultralibéralisme de Spencer et le néolibéralisme de Lippmann. Simplement, quel est le rôle de l'État dans
dans ce néolibéralisme. Chez Lippmann, le rôle de l'État, c'est précisément et ça c'est un autre point que Foucault a très bien saisi dans La naissance du biopolitique, à savoir le passage dans le libéralisme du motif de l'échange au passage au motif de la compétition dans le néolibéralisme. L'État, son rôle, c'est de relancer, dans le néolibéralisme de Lippmann, c'est de relancer sans cesse la compétition, et ce, à tous les étages de la société. Et dans ce cadre-là, si vous voulez, l'État a un rôle qui est de garantir que la compétition soit juste et que ce soit les plus aptes qui gagnent. Et là, en fait, je ne suis pas si sûre que ça qu'il y ait une ligne de rupture entre Spencer et, par exemple, quelqu'un comme Lippmann, dans la mesure où, s'il y a bien un point commun, c'est le fait que la hiérarchie sociale, chez ces penseurs, est conçue comme devant refléter strictement des inégalités conçues comme naturelles, sans même que soit pensé à aucun instant le fait que ces inégalités ne le sont absolument pas naturelles. Et de ce point de vue-là, si on regarde de l'extérieur, effectivement, d'un côté il y a de l'État, d'un côté il n'y a pas d'État, de l'autre côté il n'y a pas d'appel à l'État, de l'autre côté il y a un appel à l'État, sauf que l'État tel qu'il est... D'autre part, je propose de substituer à la question « y a-t-il ou non un État libéral ?» la question « quelle action légitime pour l'État, qu'est-ce que l'État libéral est légitimé à faire, a le droit de faire dans ces théories libérales ?» Or, quand on passe à cette question-là, je ne vois plus de ligne de rupture, mais je vois une grande continuité. Et j'en donne juste un autre exemple, mais je pourrais les multiplier. Hayek, dans son projet de constitution, qui dit finalement, en fait, il faut une constitution pour les sociétés libérales, il faut une constitution, et une des règles cardinales de cette constitution, règle des règles, c'est l'interdit de toute politique redistributive. C'est la même chose, quoi. Et le tout, à chaque fois, avec des présupposés naturalistes qui permettent, au nom d'une théorie de l'évolution, de désigner des plus aptes ou des moins aptes naturellement. En d'autres termes, l'idée même qu'il y a des inégalités naturelles. Et vraiment, cette idée, si je devais, dans mon parcours des textes théoriques du libéralisme, trouver un point commun, plus que la question de l'État, en fait, je crois que c'est cette croyance en l'existence d'inégalités naturelles. Il me semble sous-tendre ce qui fait que j'en arrive à une définition, je ne suis pas convaincue par la définition du néolibéralisme qui pointe dans le néolibéralisme ce rôle de l'État comme garantie des mécanismes du marché. Et ce faisant, donc, j'ai lu le texte de Barbara Stiegler, puis je me suis dit, je vais revenir quand même à Foucault. Donc j'ai repris cet après-midi Naissance de la biopolitique de Foucault, et je suis revenue au moment où Foucault distingue gouvernementalité libérale et gouvernementalité néolibérale. Vous trouvez là, c'est la page 120-121 de ce passage. En guise de conclusion, je me permets de le lire in extenso, parce que je trouve que c'est un très beau texte. Et c'est là, je crois, que l'on peut situer ce qu'il y a d'important, de décisif dans le néolibéralisme actuel. Car il ne faut pas se faire d'illusions. Le néolibéralisme actuel, ce n'est pas du tout, comme on le dit trop souvent, la résurgence, la récurrence de vieilles formes d'économie libérale formulées au XVIIIe et au XIXe siècle, et que le capitalisme actuellement réactiverait pour un certain nombre de raisons qui tiendraient aussi bien à son impuissance, aux crises qu'il traverse, qu'à un certain nombre d'objectifs politiques ou plus ou moins locaux ou déterminés. Donc, ce que dit Foucault, c'est attention, la gouvernementalité néolibérale n'est pas une simple reconduction de la gouvernementalité libérale. Donc, étape suivante, il va falloir distinguer les deux. Quel est le critère de distinction entre néolibéralisme et libéralisme? Ce dont il est question, c'est de savoir si, effectivement, une économie de marché peut servir de principe, de forme et de modèle pour un État,
des défauts duquel, actuellement, à droite comme à gauche, pour une raison ou pour une autre, tout le monde se méfie. Faire la critique de l'État, repérer les effets destructeurs et nocifs de l'État, de cela tout le monde est d'accord. Mais à l'intérieur de cette critique générale, de cette critique confuse, puisque d'ailleurs on l'a retrouvé de son Barthes à Marcuse, sans beaucoup de différence, à travers et à l'ombre, en quelque sorte, de cette critique, est-ce que, effectivement, le libéralisme va pouvoir faire passer ce qui est son véritable objectif, c'est-à-dire une formalisation générale des pouvoirs de l'État et de l'organisation de la société à partir d'une économie de marché? Est-ce que le marché peut avoir effectivement le pouvoir de formalisation et pour l'État et pour la société? C'est ça le problème important, capital du libéralisme actuel. Et c'est dans cette mesure-là qu'il représente, par rapport aux projets libéraux traditionnels, ceux qu'on a vu naître au XVIIIe, une mutation absolument importante. Il ne s'agit pas simplement de laisser l'économie libre. Il s'agit de savoir jusqu'où vont pouvoir s'étendre les pouvoirs d'information politiques et sociaux de l'économie de marché. Voilà l'enjeu. Eh bien, pour répondre, oui, l'économie de marché peut effectivement et informer l'État et reformer la société, ou réformer l'État et informer la société. Les ordres libéraux ont opéré un certain nombre de déplacements, de transformations, d'inversions dans la doctrine libérale traditionnelle, et ce sont ces transformations que je voudrais expliquer maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Foucault ici? Il est en train de dire, ok, il y a la question de la place de l'État, il y a la question qu'est-ce qui permet de dire, qu'est-ce qui distingue la gouvernementalité libérale de la gouvernementalité néolibérale? Ça tourne autour de cette question de l'État, ok. Mais, en fait, la question n'est pas tant, comme le croit, et c'est le reproche que je fais à cet ouvrage, la question n'est pas tant de cerner dans les formes contemporaines de libéralisme une fonction de l'État comme garant du marché, que de cerner dans les formes contemporaines de libéralisme appelé néolibéralisme le fait que l'État lui-même devienne régi par les mécanismes de marché. En d'autres termes, le néolibéralisme, ce n'est pas un libéralisme qui intègre l'État pour en faire l'outil de sa réalisation, l'État comme garantie des mécanismes de marché, c'est l'État totalement transformé, l'État totalement subverti, parce que déconnecté de sa vertu première, j'ai un petit reste d'hégélianisme, le service public, le bien commun, etc., ce genre de choses, pour être pris dans une logique de marché. Et de ce point de vue-là, il me semble que si l'on doit chercher un critère de distinction entre libéralisme et néolibéralisme, ce n'est pas tant dans la thèse de la disparition de l'État, parce qu'en fait, des deux côtés, il y a disparition de l'État. Un État qui n'est plus l'État dans sa fonction étatique, en un sens, qui est devenu juste un des interlocuteurs du marché, n'est plus un État. Ce qui me semble constituer le point de césure, le point de rupture entre libéralisme et néolibéralisme, est bien plutôt le fait que le marché ait intégré l'État, c'est-à-dire que l'État soit lui-même pris dans une logique marchande et étant à l'université et subissant les transformations de l'université, je le vois tous les jours. Et de ce point de vue-là, la théorie d'un David Harvey qui montre comment le capitalisme ne cesse de se nourrir de ses extérieurs, des marges non capitalistes du capitalisme, me semble tout à fait rendre compte de ce que l'on appelle aujourd'hui néolibéralisme. Et de ce point de vue, il me semble qu'un élément absolument clé de ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est le fait que l'État-providence soit subverti de l'intérieur par la logique marchande, ou encore que ce qui échappait aux marchands, sous la forme de l'État-providence, enfin, j'aime pas du tout ce terme État-providence, ce qu'on appelle l'État social, ce qui échappait à la logique marchande, santé, éducation, etc., dans l'État social, se trouve régi par l'État lui-même, par une logique marchande. Et il y a là, à mon sens, là, le point de bascule entre libéralisme et néolibéralisme, et donc par là même une définition stricte du néolibéralisme.
Merci. Excusez-moi d'avoir été trop long. Vous rejoignez Pierre Rousseau, la conférence sur Oui. les GAFAM, l'hégémonie des GAFAM. Ah oui. Il nous racontait, à travers l'industrialisme, la prise de pouvoir par le libéralisme de l'État, et on le voyait à travers les personnalités de Berlusconi, Trump et Macron. C'est ça. Non mais c'est tout à Il fait... Il faudrait étudier le, comment s'appelle, le livre qui collectionne qui compile toutes les personnalités, là, le Ouzou des gouvernements d'aujourd'hui, hein, où une part très importante des ministres et des personnels qui sont dans l'État, dans l'État, le cœur de l'État, font des allers-retours permanents entre l'État et le privé. Hein, et sans... Voilà. Enfin, pour donner une idée de ce que je vise, hein, mais je suis pas la seule derrière le fait que l'État soit lui-même pris par la logique marchande, ou plus exactement l'État social tel qu'il s'était construit en opposition à l'État libéral, se trouve pris par la logique marchande. Il suffit de penser, je sais pas, de penser à la sécurité sociale, par exemple au déremboursement de certains soins qui par là même sont couverts par des assurances qui répondent à des motifs d'intérêt privé. Ça, c'est juste un exemple de ce transfert de ce qui échappait à la logique marchande et qui se trouve happé dans la logique marchande. À ce propos, il y a dans le canard enchaîné d'hier sur le problème de la santé, un médicament qui va coûter 2 millions d'euros, je crois, la dose, qui a été trouvé par le Génito, vendu à une start-up américaine, laquelle l'a revendu à un laboratoire suisse, et ça a multiplié le prix par, je ne sais plus, on est arrivé à 7 milliards. 15 millions, c'est passé à 7 milliards. Il suffit de lire les journaux pour voir ce que vous dites. Vous avez l'exemple. Les aéroports, les autoroutes. Enfin bon, Alstom, L'exemple de General Electric. Voilà, on dit qu'on va créer 1000 emplois, on en supprime 1000, et le ministre. Ah non, mais même en amont. C'est-à-dire, sur les lois américaines, le général d'Alstom, General Electric, à l'époque Alstom, est condamné aux États-Unis. Il est emprisonné pendant 2 ans, le temps que la France, actionnaire d'Alstom, paye l'amende. Et comme l'amende est énorme, eh bien General Electric dit « vendez-nous Alstom ». Et donc les principaux dirigeants d'Alstom, Amérique et France, sont dégagés et rentrent dans la banque qui était celle des Surprime. Ils deviennent actionnaires et directeurs de la banque. Et quand General Electric licencie, enfin annonce le licenciement de 1000 personnes, alors qu'il avait promis la création de 1000 emplois, les ministres viennent nous expliquer que finalement, c'est les turbines à gaz qui se vendent moins bien et qu'on est dans une logique de marché. Le fait aussi que dans les services publics, ils veulent faire du chiffre. Dans les hôpitaux, il faut faire du chiffre. Dans tous les services, même dans la culture, il faut faire du chiffre, de la rentabilité. Alors, c'est quand même pas possible, bien sûr. Mais je pense que c'est précisément ce mouvement-là, si vous voulez, qu'on appelle... Enfin, que si on a une utilisation rigoureuse du terme de néolibéralisme, je pense que c'est cela qu'il faut viser. Cette transformation du libéralisme qui, en fait, ce n'est pas tant que l'État devient un protecteur du marché, c'est que l'État est happé dans le marché. Il est régi par l'État du marché. Il y a une question, moi, qui me turlupine aussi, c'est cette question de l'individu qui poursuit son intérêt, etc., etc. Donc là, il y a tout un tableau qui est brossé par les grands auteurs du XVIIIe et du XIXe siècle sur l'individu moderne, etc., l'homo economicus, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est que, bon, au fond, c'est une espèce d'anthropologie sous-jacente qui est toujours déjà là, dans tous les ouvrages, typiquement, par exemple, Adam Smith, mais
Moi, je trouve que cette anthropologie n'est jamais démontrée. Elle est toujours affirmée avec un aplomb. Quand on prend les plus grands auteurs du libéralisme du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est une anthropologie qui nous est servie à bas bruit dans tous leurs ouvrages, avec un aplomb extraordinaire, mais sans jamais faire l'objet de la moindre démonstration. Alors, il faut que vous m'invitiez pour faire une conférence sur Durkheim. Non, parce que pourquoi moi je me suis intéressée à Durkheim, c'est que c'est un des premiers à avoir démontré que ce présupposé du libéralisme, qu'est l'individu, n'existe pas. Textuellement, il dit, dans la division du travail social, il est des sociétés dans lesquelles l'individu n'existe pas. Ou encore, et c'est là où c'est absolument génial, mais il faudrait plus de temps pour le déployer pleinement. Effectivement, le libéralisme a un présupposé, c'est que ce qui existe, c'est l'individu. Quand on dit ça, quand le libéralisme dit ça, entendez, l'individu existe antérieurement aux formes sociales dans lesquelles il se déploie. Le moment durkheimien va résider dans l'inversion complète de ce schéma, en montrant que l'individualité est une production sociale. Le fait de se rapporter à soi-même comme étant un individu, c'est en fait un phénomène social extrêmement tardif. Et Durkheim va par exemple étudier les sociétés claniques en montrant que dans de telles sociétés, les individualités organiques, les corps individuels, il y a bien des corps individuels si vous voulez, mais les individus en tant que corps ne se rapportent pas à eux-mêmes comme étant dotés de personnalité individuelle, d'un principe de liberté, etc. Cela, se rapporter à soi-même comme un individu libre, c'est, nous dit Durkheim, une création historique tardive, et mieux, c'est le résultat d'un processus morphologique. C'est un processus de part en part social. Les libéraux, les philosophes, Rousseau, Kant, qui vous voulez, ont affirmé que ce qui existait le plus, c'est l'individu. Durkheim montre que c'est tout le contraire, c'est en fait les groupements sociaux qui ont généré cette forme individuelle. Mais ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Parce que, en termes d'inversion, c'est absolument génial. Au travail et à la production, pour le capitaliste, l'individu n'existe pas, c'est un poste de travail. En revanche, le fonctionnaire, lui, il existe par sa capacité. Et donc, il n'est pas tenu par le poste de travail. Après, là, c'est sur des formes plus contemporaines. Voilà. J'ai été très intéressé par le chef du libéralisme que vous avez dégagé, qui est celui de la hiérarchisation sociale qui reflète parfaitement les inégalités naturelles. Et est-ce que vous pouvez... les prétendues inégalités naturelles. Les prétendues inégalités naturelles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé cette question-là? Parce que je trouve que ça traverse toute l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui et qu'on a guère évolué sur ce plan-là. Quand je lis Dubé, par exemple, qui parle de la préférence pour les inégalités que notre société continuerait à avoir pour justifier bien des choses dans notre société aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment travaillé ces questions-là, à part vous? Dans l'optique dans laquelle je le présente, je ne vois pas d'autres personnes, par exemple, sur la question par exemple de le libéralisme comme substitution d'un chêne pacifique à un chêne guerrier. Hirschman a publié un bouquin dessus, et ça a été étudié. Mais sur cette question, affirmer que le trait commun du libéralisme, c'est cette volonté, plus exactement, d'une part cette croyance en des inégalités naturelles et cette nécessité que la structure sociale reflète strictement les inégalités naturelles et que donc l'État ne doit en aucune façon perturber ce jeu, j'ai l'impression de dire, en disant tout à la fois quelque chose qui n'est pas extraordinaire, mais qui en même temps permet de relier tout de même, en tout cas d'avoir un angle d'approche de la tradition libérale, et je ne vois pas qui d'autre, de ce point de vue-là, le fait. Après, je y suis incitée par mes lectures, mes points d'ancrage dans le XIXe siècle, et tout particulièrement la polémique entre Durkheim et Spencer, parce que c'est le point d'achoppement entre les deux.
C'est-à-dire que pour Durkheim, le problème est précisément celui de la croyance en des inégalités naturelles. Il substitue à cette idée d'inégalité naturelle le concept de mérite, mais il n'arrive pas parfait. Il reste des problèmes. D'où la question tout à l'heure. Il reste, pour autant, il reste des problèmes avec cette notion de mérite. Qu'est-ce que je vise là-dedans ? Pour moi, ce qui est en jeu là-dedans, ce qui est embarqué là-dedans, c'est par exemple un principe tel que l'égalité des chances. Bien sûr. Est-ce que finalement, l'égalité des chances n'est pas un principe foncièrement libéral? Totalement. Alors qu'on en a fait, on en a fait le principe de la République, du régime républicain, etc. Alors que, voilà, quand on affirme il y a de l'égalité des chances et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de dire ceux qui sont les plus, alors on ne dit pas aptes, les plus méritants. On le disait il y a peu, et maintenant on dit méritants. Sont ceux qui vont réussir, et par là même, par ce principe méritocratique, la hiérarchie sociale va enfin refléter les inégalités naturelles. Pour moi, j'y vois quelque chose de très libéral. Il y a quelqu'un au XVIIIe qui a beaucoup thématisé la question d'égalité, c'est Condorcet. Condorcet, je trouve qu'il a, il l'a exprimé, il l'a traduit dans son système d'instruction publique, dans sa théorie de l'instruction publique. C'est quelqu'un qui a bien travaillé là-dessus. Et je pense qu'effectivement, dans ce cas-là, dans ce cadre-là, si on pousse jusqu'au bout je pense qu'il peut y avoir des versions extrêmement exigeantes de l'égalité des chances, mais que la Vulgate est en fait une Vulgate libérale de ce principe. Mais si on cherche à asseoir un principe extrêmement exigeant de l'égalité des chances, je pense qu'effectivement, ça doit déboucher sur un droit à l'éducation pour tous et l'abolition de l'héritage. Or ça, c'est une position par exemple que Durkheim défend. C'est l'égalité des places qui doit remplacer l'égalité des chances. Et écoutez ça quand même, Durkheim nous dit, pour y parvenir, mes travaux actuels de recherche, je les fais sur... si vous voulez, je viendrai aussi pour on va plus quitter, pour les présenter. Je travaille sur les critiques au XIXe siècle de l'héritage. Et en particulier les positions abolitionnistes. Durkheim dit une égalité des chances exigeante, conception exigeante de l'égalité des chances, suppose d'abolir l'héritage. On est très très loin de la version républicaine libérale d'aujourd'hui. Ça suffit. Les parents sont porteurs d'une éducation qui transmettent. En tout cas, il dit on ne peut pas commencer à réfléchir à une société juste en maintenant la première des inégalités qui est l'inégalité, les riches et les pauvres de naissance. J'ai trouvé votre propos très intéressant, donc ça a suscité un certain nombre de réflexions chez moi, c'était un peu, je me souviens un petit peu en vrac. La première, c'est que dans l'approche de Spencer du contrat, j'ai un peu l'impression que pour lui est un contrat juste, un contrat ajusté. C'est l'idée d'ajustement, c'est pas juste au sens moral du terme, c'est un ajustement mécanique ou technique entre des volontés de contracter. Ça, c'est le premier. Ensuite, c'est sur la différence entre l'organisation de la société de type militaire ou guerrier et puis la société contractuelle industrielle. Je me demande si dans la conception de certains libéraux, l'État ne serait pas une sorte de survivance de l'organisation de la société de type militaire et guerrier au sein de la société contractuelle et industrielle. Ce ne serait pas une sorte de survivance un peu de structure et d'organisation passée. Et enfin, le dernier point qui est peut-être un peu plus décoiffant, dans les débats électoraux qui ont eu lieu récemment, aussi bien au niveau des élections présidentielles de 2017 que les dernières élections européennes, avec notamment les deux principaux camps qui sont affrontés, c'est-à-dire d'un côté Emmanuel Macron et la République en marche, de l'autre côté Marine Le Pen et le Rassemblement national. Je me demande si au niveau des choix des électeurs, il n'y a pas une composante de préférence qui s'exprimait entre d'une part, on va dire d'un côté, on va dire Macron et la République en marche, c'est selon les termes employés par les différents protagonistes, soit les progressistes pour
ceux qui les présentent de manière favorable, soit les mondialistes pour ceux qui les présentent de manière défavorable. Et le Rassemblement national et ses satellites, c'est pour ceux qui les prennent de manière favorable les patriotes et pour ceux qui les prennent de manière défavorable les nationalistes. Dans l'affrontement entre ces deux camps, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de préférence, on va dire, d'une partie de l'électorat pour une organisation de la société de type guerrier militaire, aussi bien dans son organisation interne que dans ses rapports externes, pour ceux qui sont, on va dire, du camp des nationalistes ou des patriotes, et une organisation de type industriel et contractuel pour ceux qui sont rangés dans le camp des progressistes ou des mondialistes. Merci. Alors, pour les deux premières remarques, oui et oui. Je peux répondre très rapidement. C'est-à-dire qu'effectivement, le contrat juste est un contrat ajusté. Le mécanisme de l'ajustement, c'est précisément la négociation contractuelle. Mais il faut ajouter, c'est un contrat non seulement ajusté, mais qui plus est, qui débouche sur une justesse. Cette justesse, c'est quoi? C'est la superposition des inégalités sociales aussi aux seules inégalités naturelles. Je pense que là, il y a les trois sens de juste chez Spencer, qui, vous voyez, hein, sa conception de la justice, en philosophie, on dit, est non substantielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contenu, n'est pas juste ce qui répond à une détermination particulière, ce que j'estime être le bien, non, et juste ce qui répond à la forme du contrat. Donc, mais oui, en ajoutant que c'est précisément cela qui permet cette adéquation inégalité naturelle, inégalité sociale. Concernant la seconde remarque, c'est exactement cela, c'est exactement la position spencerienne, à savoir les persistances de l'État dans les sociétés industrielles sont des survivances archaïques du militarisme dans l'industrialisme. Alors, là, il est aussi très libéral. Maintenant, on voit bien. Il est parfaitement. C'est un grand classique libéral aussi, un schème classique du libéralisme. Plus exactement, l'État doit être réduit à ses seules fonctions régaliennes, c'est-à-dire la guerre à l'extérieur et l'administration de la justice. Parce que, certes, quand nous contractons, nous nous entendons parfaitement et tout ça va générer une belle harmonie spontanée. Mais il est possible que je n'honore pas mon engagement. Et là, seule fonction légitime de l'État, l'administration de la justice, pour faire respecter les contrats. C'est ce qu'en droit on appelle le droit ou l'appareil judiciaire comme fonction supplétive des volontés, c'est-à-dire qui vient se mettre à la place des volontés, soit pour les faire respecter quand elles ne respectent pas ce à quoi elles sont engagées, soit, par exemple, dans un contrat, je peux ne pas avoir prévu une clause. Donc le contrat a été noué, et une clause n'a pas été prévue parce que le contrat se déploie dans le temps. Là, le droit contractuel est légitime chez ce qu'on appelle les individualistes dans l'individualisme juridique pour suppléer le défaut des volontés. Donc, oui, c'est exactement la position spencerienne. Sur la ligne d'évolution, l'État devra être réduit à son strict minimum, cet État libéral réduit à la seule administration de la justice, c'est-à-dire au respect de ce à quoi les volontés se sont engagées. Troisième remarque, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est-à-dire comment réinterpréter comment utiliser Spencer pour lire les élections actuelles. Je ne suis pas sûre que le Rassemblement national et Marine Le Pen soient anti-libérales. Je n'en suis absolument pas sûre. Et donc, s'il y a État dans l'idéologie du Rassemblement national, incontestablement, il y a État national contre l'Europe libérale et l'économie mondialisée. Je pense que cet État est vraiment un État néolibéral happé par la logique marchande.
Je ne suis pas sûre que ce soit que l'État qu'elle propose puisse en une quelconque façon être un État social. Je pense au contraire que ce sera un État néolibéral. Là où ils sont en Italie et ailleurs, on voit comment ils gèrent. En Hongrie, Je ne parlais pas tant de la politique qu'elle mettrait en œuvre de manière intuitive, je parlais plutôt des préférences des électorats pour ces deux blocs. Je ne saurais pas. Je ne vote ni pour l'un ni pour l'autre, donc j'ai du mal à me mettre. Et la manière dont les deux camps ont fait campagne pour présenter leurs avantages respectifs. Non, de toute façon, effectivement, hein, la position de la République en marche, de ce point de vue-là, elle est totalement néolibérale et elle pourrait correspondre à une version exacerbée de l'industrie. Enfin, je ne sais pas si ça serait tant, d'ailleurs, l'industrialisme spencerien, donc en gros, c'est ce que j'ai appelé l'ultralibéralisme, que pour moi, l'incarnation même de ce néolibéralisme, c'est Macron. Donc, si vous voulez, je ne suis pas sûre que Macron puisse même représenter l'industrialisme, enfin, défendre l'industrialisme spencerien en tant que je rattache cet industrialisme spencerien à un ultralibéralisme. Et j'ai tenté de... la différence que je pointe entre ultralibéralisme et néolibéralisme, c'est précisément le fait que dans le néolibéralisme, l'État, en gros, se trouve privatisé, l'État se trouve happé par la logique marchande. Et pour moi, oui, ce que fait Macron correspond assez nettement à cela. Mais les deux se fondent sur les inégalités naturelles. Oui, parce que certains ministres, ils l'ont proclamé, quand le genre lui dit « nous, on est trop intelligents, exactement. ne comprennent pas », qui est président quand même du groupe des députés ou même le fait La Marche. Le fait de dire qu'il suffit de traverser la route. Édouard Philippe a dit il y a 4, 5, 6, 7, 8 mois, il a dit si j'avais à citer un auteur qui inspire notre politique, c'est Hayek. Il a dit ça. Il a dit ça. Il l'a dit. Donc, et il l'a pas, et il l'a dit pour que ça soit répété. Hein. Ça l'a été. Donc, non, ouais. Bon, je crois qu'il faut merci. peut-être Merci. la séance. Merci à vous. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à tenir le pari des conférences des Amis de la Liberté de concilier la rigueur et quand même le... Je rappelle deux choses. Le 27 juin, avec Jean Robelin, il y a les conclusions de ce séminaire. L'année prochaine, c'est en train de se travailler, ce sera, ça c'est difficile à dire, c'est sur le thème multiculturalisme. Donc de janvier à juin 2020, nous sommes en train, donc on a quasiment les conférenciers. Oui. Les thèmes sont à ajuster. Mais Daniel en a parlé après. Avant la retard, excusez-moi. Et pour la prochaine séminaire, on indiquera mieux la salle, parce que moi j'ai couru de tous les côtés. C'est l'horaire de début de la conférence, c'est 18h30. Si nous indiquons 18h, c'est pour être sûr que tout le monde est là. Et en